Le droit, tout droit par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 16e numéro de cette émission de décryptage et d'analyse de certaines thématiques de droit. Une émission à retrouver une fois par mois, réalisée en partenariat avec l'Ordre des avocats au barreau d'Épinal. Ce mois-ci, nous nous intéressons à une thématique difficile, mais hélas très prégnante de nos jours, les violences intrafamiliales. Quelles en sont les différentes formes concrètement et donc juridiquement ? Quelles sont les mesures en cas de situation d'urgence, les droits parentaux ou encore l'accompagnement des auteurs? On évoque tout cela avec nos deux invités. Rojda Kokabé, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau d'Épinal, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et Gary Lagardette, avocat également bien sûr au barreau d'Épinal. C'est une première pour tous les deux, bienvenue chez nous. Merci. Quelques chiffres avant, si vous voulez bien, de rentrer dans le détail de certaines thématiques, avec certaines questions de nos téléspectateurs d'ailleurs. Quelques chiffres tout rapides. 2024, les violences dans la sphère familiale, conjugale ou non, violences conjugales ou non, ont représenté un peu plus de la moitié, 54% du nombre total des 450 000 victimes de violences physiques enregistrées par les services de police et de gendarmerie, dont 103 700 sont des personnes mineures, 23%. Et les violences sexuelles, ça représente en 2024 de nouveau 122 600 victimes, c'est plus 7% par rapport à 2023. Et sur ces 122 600 victimes de violences sexuelles, 71 100 sont mineurs, un peu plus de la moitié donc, et près de 3/4 de ces violences sont commises en dehors de la famille. Voilà quelques chiffres. On va garder grosso modo 225 000 victimes de violences en 2024 et 122 000 victimes de violences sexuelles. Allez, première question, Gary Lagardette, je m'adresse à vous. Chantal de Mirecourt qui nous a adressé cette question. J'ai autrefois eu du mal à faire reconnaître mon statut de victime. Qu'en est-il aujourd'hui? Ce statut et donc les différentes formes de violence et les différents statuts juridiques de victime peut-être? Oui, alors en fait, nous, ce qu'on peut constater en tant qu'avocat déjà dans les tribunaux, c'est que le contentieux des violences intrafamiliales a pris quand même plus d'ampleur. Ça démontre déjà cette conscience du statut de victime et cette reconnaissance. Les raisons de cette reconnaissance, c'est d'abord il y a une conscience collective de ces violences. Vous le savez très bien, ça a été le cheval de bataille des pouvoirs publics sur la parole de la victime, la prise en compte de cette parole. La libération de la parole dans la société dans son ensemble. Effectivement, a joué un rôle assez important. La formation aussi des professionnels, que ce soit des professionnels de santé, des enseignants, on va dire des forces de l'ordre, même des magistrats, pour identifier et cerner les différentes formes de violence. Et c'est là que la loi, le législateur, a aussi pu intervenir pour encadrer ces différentes violences. Alors, habituellement, on parle de violence physique, c'est ce qu'il y a de plus simple, on va dire, pour une reconnaissance du statut de victime, lorsqu'il y a des violences physiques, donc une simple gifle, coup de poing, tirer les cheveux, par exemple. Ça peut aller, vous le savez très bien aussi, de simples violences à un homicide. Ce sont des choses, effectivement, auxquelles nous sommes confrontés. Je le précise tout de suite, j'ai oublié de le dire en introduction, en 2024, pour les féminicides, la grande majorité évidemment des homicides dans la cellule familiale, 136 féminicides en 2024. On garde ce chiffre en tête aussi, 136 féminicides en 2024. Effectivement, c'est une augmentation en tout cas. Et que fait-on je reprends la question de votre téléspectatrice. Chantal. Que fait-on s'il n'y a pas de violence physique? Parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui vont nous dire « mais moi j'ai peur de lui, j'ai peur de lui ou d'elle », on pourrait y revenir. Et la réalité finalement de ces violences intrafamiliales, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus insidieux. Et il y a des violences psychologiques et on va retrouver un certain nombre d'infractions dans la loi, dans le code pénal, qui vont permettre de cerner quand même ces violences. Alors, il y a les insultes, bien entendu, il y a les menaces qui peuvent aller jusqu'à des menaces de mort, qui sont aggravées par le législateur du fait du statut de concubin, d'ancien concubin, ou de conjoint, ancien conjoint, peu importe. Il y a également, et ça c'est une prise en compte qui reste à mon sens assez récent, c'est le harcèlement moral sur conjoint ou ex-conjoint. Ça date de 2010.
de 2010. Donc c'est quelque chose d'assez récent, mais qui permet de prendre en compte un certain nombre de comportements, le fait de dénigrer systématiquement son conjoint, sa compagne, le fait systématiquement de critiquer une tenue vestimentaire, d'imposer telle ou telle tenue vestimentaire, de faire des esclandres, des crises de jalousie au travail de son conjoint. Tout ça, maintenant, on peut le faire rentrer dans le harcèlement moral à condition de démontrer le caractère répété. Si je peux développer encore une autre forme de violence, qui est aussi les violences économiques qu'on peut retrouver, c'est par exemple le fait d'interdire son conjoint, sa conjointe, d'exercer d'exercer une profession tout simplement, de pouvoir accéder au compte bancaire, de pouvoir accéder à un moyen de paiement. Ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui. Quid, Gary Lagardette, des enfants et des ascendants? C'est aussi une autre forme de violence, hein. Oui, tout à fait. Alors là aussi, le législateur est intervenu pour une meilleure prise en compte de ces violences. Il y a eu encore récemment le débat sur la fessée, c'est-à-dire les violences à visée éducative. Alors là, maintenant, les choses sont claires. C'est que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychique. Donc la fessée est strictement interdite, ce sont des violences, et parfois c'était des comportements plutôt vexatoires. Ça peut être des petites claques derrière la tête. Ça demeure des violences, c'est vexatoire pour l'enfant et il devra se construire ainsi. Et c'est ce que l'on veut, bien entendu, éviter. Et les violences concernant les ascendants ou simplement par rapport aux enfants, le législateur a pris en compte quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'ils peuvent être aussi victimes indirectes. C'est-à-dire lorsqu'ils sont témoins de violence entre leurs parents, c'est une circonstance aggravante des violences. Pour répondre à votre question sur les ascendants, et ça rejoint un peu les enfants, il y a une difficulté qui se pose, c'est que ce sont des victimes quand même silencieuses, encore plus silencieuses, du fait de la vulnérabilité. Concernant les ascendants, il y a une certaine honte aussi, on constate à aller déposer plainte. Il n'y a pas de chiffres qui illustrent d'ailleurs cette problématique, enfin très peu. Vous y êtes confronté par exemple? Oui. Vous y avez déjà été confronté? Oui, ouais. ça reste effectivement à la marge, mais on y a déjà été confronté, et on est confronté à cette honte-là justement des parents qui se font violenter par leurs propres enfants. Ok. Par rapport aux enfants, je me permets de compléter que ne serait-ce que la violence verbale et engueuler un peu fort ou très fort, c'est pour les enfants une forme de violence. Psychologique. J'ai cette image d'un parent qui crie, voilà, et crier très fort, c'est l'équivalent pour la psychologie d'un enfant d'un coup de poing. Hein, ça peut être cet équivalent. Rojda Kokabé, question de Chanta, de Remiremont. Quelles sont les démarches et la protection que l'on peut espérer dans une situation d'urgence? Donc, quid de quelque chose qui est soudain, auquel évidemment on n'est pas préparé, on n'a pas pu anticiper. Comment réagir? Alors, de précision peut-être à apporter avant de répondre à la question de Chanta. Première chose, c'est quel que soit le type de violence, il faut aller déposer plainte. C'est le dépôt de plainte qui va vous permettre de faire constater votre statut de victime et surtout de faire démarrer l'action publique ensuite. Et donc il y aura effectivement une enquête qui sera menée donc, par les forces de l'ordre. J'imagine c'est difficile de se dire, dès la première violence, J'allais venir. Je vais porter plainte. Et pour compléter un peu ce que Maître Lagardette a précisé, c'est que parfois on a un sentiment de honte, de gêne, voire de culpabilité. On se sent coupable d'avoir effectivement subi donc ces faits de violence et on a du mal à faire ce premier pas que d'aller déposer plainte. Parfois, ça demande beaucoup de temps. Je pense par exemple aux violences sexuelles. Donc c'est très compliqué pour les victimes. Autre nuance à apporter aussi par rapport aux violences physiques, on constate aussi une gêne chez les hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences conjugales, il y a aussi des hommes qui le sont. Et malheureusement, dans la société aujourd'hui, c'est difficile pour un homme que de faire le premier pas et d'aller déposer plainte. Donc que ce soit dans le cas d'une femme ou d'un homme, il faut aller déposer plainte, même si c'est difficile, et de se faire accompagner, y compris de son conseil. Vous avez le droit effectivement d'y aller avec votre conseil, votre avocat, pour faire cette première démarche-là. Globalement, j'ai un chiffre si je peux me permettre, les violences très globales, intrafamiliales ou à l'extérieur, les violences commises au sein de la famille, elles sont évidemment majoritairement des femmes, mais peut-être un peu moins que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. En 2024, c'était 74%. C'est-à-dire que s'il y a un
quart des violences intrafamiliales dont les hommes sont victimes. Tout à fait. C'est Dans le cadre de notre exercice, qui peut surprendre, si je peux me permettre. On peut effectivement le constater aussi, en tant qu'avocat, qu'il y a aussi des hommes, qu'il n'y a pas que des femmes. Deuxième précision, il faut effectivement faire la démarche d'aller voir un avocat pour justement voir, en fonction de la situation, parce que chaque situation est unique, chaque situation a ses spécificités. Donc il faut aller voir un avocat pour voir les procédures d'urgence, en tout cas, qui sont possibles. Par exemple, vous êtes marié avec effectivement un homme ou une femme, vous avez des enfants, donc vous allez envisager avec votre conseil les différentes possibilités, donc procédures possibles. Premier type de procédure possible, c'est la procédure pénale, parce qu'effectivement c'est un délit. Les violences, voire un crime, ce sont des violences sexuelles telles que le viol. Donc effectivement, c'est réprimé par la loi. Donc la procédure pénale, en urgence, ça serait par exemple, devant le tribunal correctionnel, ce qu'on appelle nous la comparution immédiate. Vous êtes déféré immédiatement après la garde à vue, qui est de 24 heures, prorogeable de 24 heures, donc 48 heures maximum. Donc, à l'issue de cette garde à vue, vous êtes déféré à un procureur de la République qui va faire le choix de saisir la chambre de comparution immédiate, donc au sein de ce tribunal correctionnel, et qui va donc vous juger le jour même. S'il ne peut pas le faire le jour même, ce sera effectivement la prochaine audience possible. Et dans l'attente, vous passez devant un juge des libertés et des détentions pour notamment voir s'il faut vous placer en détention provisoire ou vous placer sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire est intéressant parce que vous pouvez, dans le cadre de cette mesure-là, faire fixer une interdiction de contact avec la victime des faits de violence, avec les enfants aussi, lorsqu'on a effectivement des faits de violence qui ont été commis en présence des enfants. C'est possible de le faire, c'est important. Dans le cadre de ce contrôle judiciaire, on peut également, je vais en parler un petit peu plus après, faire fixer ce qu'on appelle un bracelet anti-rapprochement, qui est intéressant, un dispositif qui existe et dont il faut effectivement s'emparer. Vous avez le chiffre, combien de bracelets anti-rapprochement aujourd'hui sur le département? Il y a aussi les téléphones grande urgence. Les téléphones, il y en a 36 dans le département des Vosges. Je pense qu'il y en a tout autant au niveau des bracelets anti-rapprochement, sous réserve effectivement de vérifier l'information. Ça augmente. Ça augmente avec... Ça augmente, il n'y en a pas encore assez, hélas, mais ça augmente. Tout à fait. Vous avez effectivement donc, cette procédure pénale qui existe, donc l'interdiction de contact qui peut être fixée donc, dans le cadre de cette mesure de contrôle judiciaire, mais aussi lorsque vous êtes jugé, donc dans la condamnation. Avec, par exemple, un sursis probatoire dans lequel on va ajouter cette interdiction de contact ou l'interdiction de paraître dans certains lieux où se trouve la victime, par exemple, ou les enfants. Donc ça, c'est effectivement un élément important, puisque dans la condamnation, c'est un caractère aussi dissuasif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous violez cette interdiction-là, vous allez voir votre peine d'emprisonnement qui sera révoquée, partiellement ou totalement. Ok. Allez, question suivante, si vous voulez bien, on enchaîne. Beaucoup de choses à dire, dans le détail, si on veut, mais... Gary Lagarde, vous s'était apporté un élément. Il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'il y a un sujet qui est important, c'est l'ordonnance de protection qui existe à l'heure actuelle. Je vais en parler si vous me permettez. Allez-y. Je pense que il y a la procédure pénale, mais il y a aussi les procédures civiles. Alors, tout d'abord, peut-être parler du juge des enfants, qui est là pour protéger les enfants aussi. Si vous avez effectivement les deux parents qui ont commis des faits de violence sur les enfants, ou l'un des deux, et vous avez le deuxième parent qui est défaillant, là, vous avez un juge un juge des enfants qui est là pour veiller donc, à la sécurité de l'enfant, donc qui va, en fonction de la situation de danger dans laquelle se trouvent le ou les enfants, prendre une décision qu'on appelle une ordonnance de placement provisoire, avec un délai de 15 jours pour pouvoir effectivement convoquer les parents dans le cadre d'une audience où sera débattue la situation des enfants. Ça, c'est important, donc, avant de placer les enfants en institution ou chez un tiers digne de confiance. Troisième, pardonnez-moi, avec cette grosse actu des difficultés de familles d'accueil sur notre département, un peu partout en France, mais voilà, notre département est confronté à un manque de familles d'accueil. Malheureusement, oui. Appel est lancé, notamment, je me permets, par le conseil départemental régulièrement pour... Ils recherchent des familles d'accueil, c'est le terme un peu des places, très concrètement, on manque de places dans les Vosges, malheureusement, et dans l'ensemble de la France. On appelle ça des assistants familiaux, me semble-t-il. Oui. Okay. Et donc, j'allais vous parler de la troisième procédure possible, c'est celle donc, devant le juge aux affaires familiales, lorsque vous avez effectivement des enfants, notamment. Se pose la question aussi de savoir comment protéger au mieux la personne victime de faits de violence. Le juge aux affaires familiales pourra prendre donc, une ordonnance de protection. Donc il y a 6 jours à partir de la demande que vous allez faire pour fixer une audience au cours de laquelle ça sera débattu. Alors déjà le fondement donc, de la demande de la personne victime, à savoir 2 conditions qui sont nécessaires. Il faut réunir ces 2 conditions qui sont cumulatives. C'est la vraisemblance d'un danger. Et aussi, effectivement, vous avez, dans le cadre de cette procédure-là, la vraisemblance des violences qui doit être établie. Justement, Roja Kokabé, c'est une question, Gary Lagardette, je vous la pose.
Martine d'Épinal qui nous pose cette question. Quelles sont les preuves à apporter auprès de la police pour dénoncer les violences? Oui. Question un peu difficile, globale, mais voilà. Quid des preuves? C'est un élément crucial dans toute procédure. Alors, il ne s'agit pas d'arriver avec un dossier tout fait, parce que de toute façon, il va y avoir une enquête. Dans tous les cas, il faut aller déposer plainte. Mais les preuves qu'il faut réunir, finalement, ça sera essentiellement la pièce centrale, le certificat médical. On peut conseiller d'aller consulter auprès des UMJ, les unités médico-judiciaires qu'on retrouve dans les hôpitaux, qui sont habilités, formés pour rendre des certificats médicaux adaptés à la situation de violence intrafamiliale et qui fixera les... Je me permets d'insister, ça se fait en hôpital, notamment aux urgences. Exactement, okay. en hôpital. Et ça permettra d'évaluer les lésions, les physiques, psychologiques, fixer l'ITT aussi, enfin, l'incapacité totale de travail, et dater également les blessures. Parce que parfois, comme on l'a expliqué, c'est compliqué pour la victime d'aller déposer plainte et elle va déposer plainte plusieurs jours après, plusieurs mois après, et il peut toujours y avoir des traces. Ça, c'est l'élément principal. Après, très rapidement, mais il y a les témoignages qui vont être aussi déterminants, des proches, des collègues de travail ou autres. Quid du témoignage des enfants? Alors, ils peuvent être entendus à partir de quel âge? Au civil et au pénal, vous avez une distinction. Allez-y. Oui, n'importe. Alors, effectivement, au civil, les enfants peuvent être entendus à partir du moment où on considère qu'ils sont en capacité de discernement. C'est-à-dire, grosso modo, quel âge? À peu près 10 ans. Ouais. Donc, il y a cette possibilité-là. En matière pénale, l'enfant peut être aussi entendu, il n'y a pas de difficulté. Au contraire, les enquêteurs sont formés aussi pour entendre les enfants qui sont soit victimes de violences ou soit qui assistent à des violences. La seule chose que l'enfant ne pourrait pas faire, c'est faire une attestation écrite au civil en expliquant que voilà, je suis victime de violence. Ça pourra juste lancer, pourquoi pas, une audition de cet enfant. Et vous avez les preuves numériques, les SMS, mais tout ce qu'on sait d'ores et déjà, qui laisse aussi des traces de violence. Finalement, on va pouvoir établir des menaces, des insultes ou autres. Et enfin, parfois, on a aussi dans les procédures des photographies qui sont prises, des clichés, des blessures. Donc tout ça, ce sont des éléments de preuve qui sont importants à apporter. J'imagine que les éléments de preuve un peu difficiles à amener, ce sont dans le cadre de violences psychologiques, économiques, comme vous nous l'avez dit en introduction. Oui, tout à fait. C'est là où c'est le plus compliqué. De toute façon, c'est ce que je vous disais. Et ces éléments-là, on les aura par quoi? Alors déjà, nous, on va étudier effectivement les relevés de compte. Si on nous dit mais j'ai pas accès à tel ou tel à mes relevés de compte, on va étudier, on va regarder, nous, parce que notre but, c'est d'apporter la preuve et de dire effectivement, vous voyez bien, il n'y a que le mari ou que l'épouse, souvent c'est quand même dans l'autre sens, qui utilise le compte. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est vraiment les proches. Parfois, les victimes se confient spontanément à leurs proches. Et là, il ne faut pas hésiter à donner aux enquêteurs le nom, le contact de ce proche-là. OK. Allez, avant-dernière question, je ne sais pas si on aura le temps pour la dernière. Afsa de Charme, Rojda Kokabé, qui nous pose cette question. Une amie se désespère que son ex-conjoint, auteur de violences sur leur fils, ait encore le droit de le voir, alors qu'à chaque fois, ça se passe mal. Est-ce normal? Situation, j'imagine, à laquelle vous êtes régulièrement confrontés? Donc on appelle ça les droits parentaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, la question d'Afsa pose une question déjà. Quand elle dit ça se passe mal, savoir ce qu'elle entend par ça se passe mal. Parce que, effectivement, si je pars du principe que dans la question, en fait, le papa en question, il a des droits qui ont été fixés par un juge, j'imagine. S'il le voit, c'est qu'il est en droit de le voir. Voilà. Mais ça se passe mal. Et donc, s'il y a une décision qui lui a permis de voir son enfant, c'est que le juge a estimé qu'il pouvait le faire, que l'enfant n'était pas en situation de danger, et qu'il fallait maintenir les liens avec ce papa. Parce que le papa, effectivement, a toujours des droits parentaux. C'est important de préserver ces droits parentaux qui n'ont rien à voir avec les faits de violence. Alors, je mets une petite nuance parce que si... Pour reprendre l'autre hypothèse, si effectivement Afsa ou son ami évoque par ça se passe mal,
évoque une réitération des faits, Des violences. Ouais. un comportement, par exemple, où l'enfant est de nouveau violenté, où il est rabaissé, dénigré, c'est effectivement une situation qui peut être possible, ou se sert de l'enfant pour atteindre la maman aussi, ça, on a eu déjà des cas similaires. Dans ce cas-là, il faut saisir à nouveau le juge pour soit faire suspendre les droits, voire les faire supprimer, et peut-être même envisager, dans certaines conditions, un retrait de l'autorité parentale. Okay, c'est donc possible aussi. Toute une procédure. Tout à fait, ouais. C'est la procédure qui est relancée, quoi. Évidemment, il y a du background qui fait que ça peut être un peu plus rapide, mais grosso modo... Elle sera relancée si notamment, par exemple, vous avez de nouveaux faits qui sont réprimés par la loi pénale. C'est-à-dire que de nouveau, un délit ou, pire, un crime qui a été commis. Certes. Gary Lagardette, dernière question. Christine d'Épinal, on entend souvent parler de problèmes de récidive. Quelles sont les diverses prises en charge des auteurs de violences? Voilà. On positive un petit peu et on s'occupe on évoque les auteurs de violences, alors leur accompagnement, leur encadrement. Sachant que cet accompagnement va dépendre de la problématique. Et c'est là où notre rôle, le rôle de tous les intervenants, c'est de cerner cette problématique-là. D'où viennent les violences pour pouvoir trouver aussi une solution. Donc, il y a l'histoire personnelle, il y a des troubles de personnalité, il y a de l'impulsivité parfois, il y a aussi le rôle de l'homme dans les familles, le caractère viriliste dans certaines cultures qui existent aussi encore ou dans certains foyers. Une certaine masculinité qui aurait tendance à revenir à la mode, si je peux me permettre. Effectivement, en tout cas, qui est encore présente. Et ensuite, il y a le comportement de l'auteur des violences. Parfois, cette personne-là aurait mis simplement une gifle et puis aurait pris conscience de la gravité et puis on n'entendra plus jamais parler d'elle, on ne parlera pas de récidive. Ouais. Mais parfois, effectivement, eh bien, cette personne va plutôt nier, se déresponsabiliser un petit peu. Dans ce cas-là, il y a un véritable travail de fond à faire. Alors ce travail, ça sera un suivi psychologique qui sera imposé par la loi. Il y a aussi les stages de sensibilisation qui existent également et un suivi aussi addictologique qui peut être également mis en place, notamment sur les Vosges par le XAPA. Et votre regard, ça se passe de mieux en mieux, cet accompagnement, cette guérison, entre guillemets, je me permets le terme est un petit peu fort, des auteurs de violences intrafamiliales? Moi, l'impression que j'ai, c'est quand même qu'on manque quand même de moyens. De moyens humains, la justice manque de moyens financiers aussi qui permettraient de réaliser un réel suivi. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, eh ben, écoutez, tout bien, merci beaucoup. On aurait évidemment eu l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail dans chacune des thématiques, mais on y reviendra très certainement donc, sur les violences intrafamiliales. Et je rappelle ces chiffres, donc le chiffre 2024, 225 000 violences étaient des violences, faits de violence étaient des violences intrafamiliales. Voilà, avec 122 600 victimes de violences sexuelles. Ce chiffre-là est en augmentation par rapport à 2023. Donc en 2024, c'était plus 7% par rapport à 2023. Et je redis ce chiffre, 136 féminicides, ça c'est le chiffre pour l'année 2024. Rojda Kokabe et Gary Lagardette, merci beaucoup de votre participation à cette émission. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.